Bonjour Patrice. Salut. Donc déjà, je te remercie pour cette première vidéo de nous accueillir chez toi. La première vidéo, c'est la place du mental dans mon quotidien. Donc déjà, est-ce que si tu peux te présenter? Alors moi je suis Patrice Amalieu, on se connaît depuis l'expérience golf que tu as fait vivre à ton association et à ton groupe maintenant il y a 4 ou 5 ans. On est devenus amis, on a fait un certain nombre de choses ensemble et notamment j'ai pu t'accompagner sur ta progression vers le sport, le vélo, on a fait un triathlon il me semble ensemble, on a fait équipe, on a couru, voilà, et puis on partage beaucoup de tes projets, tu viens à la maison pour nous en parler, c'est toujours avec bonheur qu'on t'accueille. Alors moi, pourquoi parler du mental? Parce que dans mon quotidien, je suis coach. Coach dans le milieu du golf d'abord, en tant qu'entraîneur national, et puis aussi coach par mon activité sur le jeu au pied dans le rugby, donc à Montpellier et à Toulon. Et puis coach de manière plus globale, et notamment sur des conseils en préparation mentale vers des athlètes comme des trailers, des judokas, une jeune fille qui fait de l'équilibre sur un fil, etc. Voilà. Donc ça me passionne. J'ai maintenant la maturité pour pouvoir en parler. Je pense qu'il y a un âge pour pouvoir parler de mental, et maintenant avec un peu plus d'expérience, voilà, j'y arrive mieux et j'ai je pense, de vraies convictions. Donc je suis ravi d'en parler avec toi et avec vous. Très bien. Donc après, par contre, comment toi, tu peux définir ce mot mental, qui est quand même quelque chose de Alors, global? le mental, je crois que le mieux, c'est un exemple. C'est prendre l'exemple du quotidien. Le matin, quand on ouvre les yeux, on est dans son lit. On a tous un peu le corps qui tire, etc. Et on ne sort pas du lit, on ne fait pas un bond hors du lit. D'accord ? On a le corps qui est là, qui n'est pas encore prêt à sortir du lit, puis on a la tête qui dit « c'est maintenant. Maintenant, je sors de mon lit. » Et sans la tête, le corps ne peut pas sortir du lit. Donc voilà, le mental, c'est exactement ça. C'est la relation entre la tête et l'action motrice qui est de sortir de son lit. On sort de son lit. On est debout dans sa chambre. Et là, on a deux solutions. Ou on descend prendre son petit déjeuner tel qu'on est, en mettant sa robe de chambre. Ou on dit, bon, il faut peut-être que je descende après m'être lavé. Là, encore une fois, mental. Je décide de prendre une douche. Et je descends ensuite prendre mon petit déjeuner, etc., etc., etc. La vie, ce n'est que des passages où la tête donne des informations au corps. Voilà. Donc, on peut tout à fait, à partir du moment où on s'est levé, dire non à la tête systématiquement, et finalement, alors je ne sais pas si on appelle ça se laisser aller, ou une forme de laisser aller, mais se laisser un peu vivre, ou avoir un vrai fonctionnement, des vrais allers-retours entre ce qui se passe dans ma tête, les décisions que je prends, qui sont en relation avec mes valeurs, avec mes objectifs, avec mes convictions, et l'exécution ensuite par le corps. Et finalement, dès qu'on s'entraîne à faire ça, les choses deviennent plus simples. Si on met le rideau par rapport à ces notions de tête et de corps, ben finalement les journées passent avec on est une espèce de robot qui se laisse vivre dans le temps, et on prend peu de décisions, et surtout on réalise peu d'objectifs. Ok. Donc en fait, par rapport à tout ce que tu dis, c'est de la motivation au quotidien en fait. Et par contre, ces ressources-là, donc c'est des ressources qu'on doit trouver pour arriver à faire des choses de la journée. Toi, qu'est-ce que tu penses qu'on peut mobiliser comme ressources? Alors je sais que tu m'as fait découvrir pas mal de lectures aussi. Donc entre les lectures, un peu des trucs et astuces sur le quotidien. Le premier truc qu'il faut se dire, c'est qu'on a tous potentiellement un mental de champion. Tout le monde. Il n'y a pas Martin Fourcade d'un côté et puis les autres de l'autre. Martin Fourcade, il l'exprime parce qu'en plus, physiquement, c'est un champion. Mais le papy qui ne peut plus grimper sa vigne comme il fait depuis 60 ans et qui va à la gym pour lever un peu plus les genoux et puis pour pouvoir remonter en haut de sa vigne, ben c'est un champion, c'est Martin Fourcade, ce gars-là. Voilà, parce qu'il a eu un objectif, il est allé faire sa kiné à 80 ans et puis il est remonté en haut de sa gym, de sa vigne. Mais nous, c'est la même chose. Je pense que le départ, les ressources, c'est le rêve. Il faut démarrer du rêve, c'est-à-dire on a envie de quelque chose pour nous-mêmes,
d'entre guillemets d'extraordinaire. Extraordinaire par rapport à notre état du moment. Voilà. Aujourd'hui, je cours 5 km en 45 minutes. Si je prends une notion sportive par exemple, je voudrais courir en 35 minutes. 35 minutes par rapport à 45 minutes, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi, pour toi, pour une personne. C'est quelque chose de complètement ridicule pour l'athlète kényan qui gagne les Jeux Olympiques. J'ai mon rêve extraordinaire. Ensuite, par rapport à ça, à partir du moment où je l'ai mis dans ma tête, je vais le faire. Il y a une notion qui est importante, c'est que ce rêve, je m'engage sur ce rêve. Alors, sur le sport, c'est facile. Je m'inscris à une course. Je m'inscris à une course, ou alors pour d'autres trucs, ça serait, je l'écris en gros sur le tableau de ma cuisine. Je vais apprendre à parler italien. Je l'écris en gros, et je le vois régulièrement. Ça, c'est mon rêve, et je me suis engagé par rapport à ça. Ensuite, il y a le process. J'ai envie de dire que ça, le process, c'est le plus simple. Tu trouveras toujours des gens qui vont t'expliquer le process. Il y a des gens dont c'est le métier, c'est les coachs. Toi, tu as un coach. Ton coach, il t'explique des process. D'accord ? Il te dit, voilà, il faut s'entraîner. Alors, je reviens à toi parce que tu as ces objectifs de course à pied. Il faut s'entraîner 3 fois par semaine. On va faire d'abord ça, ça. Il y a un peu de technique sur tes techniques de pied. Puis là, on est plus sur de la vitesse. Et là, on est plus sur l'endurance. Et ça, tu le répètes. Et tu fais confiance à ton coach. Et enfin, il y a la réalisation. Alors toi, tu l'as vécu, tu peux en parler. Moi, j'appelle pas ça le résultat ou la réalisation, j'appelle ça l'émotion. C'est-à-dire qu'on fait tout ça pour finalement avoir une émotion. L'objectif d'un sportif de haut niveau, c'est une émotion. Martin Fourcade, quand il gagne sa médaille, c'est l'émotion de sa médaille qu'il recherche. La médaille en soi, elle n'est pas, c'est pas un truc douloureux ou mathématique ou arithmétique, non, c'est quelque chose qu'il va rechercher parce que c'est la plus belle manifestation qu'il a de l'image de lui-même. Et en fait, la prépa mentale, le mental dans la vie de tous les jours, cette notion de rêve, de process et ensuite d'émotion, c'est pour nous donner, à nous tous, quels que soient nos objectifs, une meilleure image de nous-mêmes. En fait, on recherche, toute notre vie, on recherche avoir une meilleure image de nous-mêmes. Et ça, c'est une relation de nous avec nous. Hein. Ça se passe là-dedans. Hein. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un beau challenge, parce que finalement, toutes les petites progressions sont des challenges, sont des rêves incroyables, sont des chemins extraordinaires pour y arriver, avec une tête qui nous aide à donner les bonnes informations et à motiver le corps. Relation corps-tête, c'est effectivement, tu le disais tout à l'heure, c'est cette fameuse notion de motivation. La motivation, c'est juste la tête qui arrive à parler correctement au corps. Et c'est vrai que ce que tu disais quand j'ai commencé à faire tous ces événements, à vouloir préparer tout ça, je me rappelle avec Mathias au début qui me disait tu es une athlète. Et j'ai dit non, je suis une malade. Donc comme j'ai toujours été obèse, et je disais non, je suis une malade. Et pour moi, c'était pas compatible d'être athlète et être malade en fait. Et la découverte que j'ai faite, je pense que c'est ça qui me permet maintenant de faire des choses et de croire à mes rêves en fait. C'est déjà ne pas me comparer aux autres. Non. Faire des choses parce que moi j'ai envie de faire. Et puis me dire que je fais quelque chose parce que j'ai envie de le faire, de me dépasser. Et cette motivation de je m'inscris sur une course, je pars, j'arrive. Et à l'arrivée, tu es fier de toi et tu as être content du travail accompli. Tu as cette émotion de l'accomplissement. Et du champion, en fait, que ces champions, je pense qu'ils ressentent. Parce que ça crée plein de choses en toi, des sensations que tu n'as jamais connues. Parce que moi, finir, c'est gagner. C'est ça, j'avais jamais connu ça. Et en fait, tu te dis, alors je ne sais pas si c'est un truc hormonal, si c'est... Et après, c'est ça qui te saisit, et en fait, tu as envie de faire encore, mais de faire encore parce que tu as ce plaisir. Et cette notion de plaisir, elle est primordiale. Tu ne peux pas faire des choses, je pense, et te mettre, créer des objectifs supplémentaires si tu perds ce plaisir. Et si tu es dans le dur, et si c'est compliqué pour toi, parce que tout dans le quotidien, il faut que les choses... Dans la notion, c'est intéressant ce que tu dis, parce que forcément, si vous démarrez un challenge perso et que vous avez un rêve en grand, forcément vous n'allez pas
passer de je ne sais pas le faire à je sais le faire comme ça. Et forcément, cette notion du dur, elle est intéressante parce que il y a le dur et la difficulté. Il y a forcément des moments qui vont être des moments difficiles, mais qui ne doivent pas forcément être des moments où tu es dans le dur. C'est-à-dire que le moment difficile fait partie du process. Forcément, pour progresser, le corps doit s'habituer à un certain nombre de choses. Alors là, on est sur le sport, mais on pourrait être sur d'autres choses. Mais le corps doit s'habituer parce que il ne fait pas les choses qu'il a l'habitude de faire. Donc, de manière enzymatique, il doit s'habituer. De manière articulaire, il doit s'habituer. La tête doit s'habituer aussi à cette espèce d'état qui est un état que j'appellerais plutôt d'inconfort. On va dire qu'on passera des moments inconfortables, plus que difficiles, inconfortables. Et finalement, et c'est là qu'on voit les champions, et c'est là où on peut être tous des champions, c'est que ces moments-là, c'est des moments qu'on doit transformer en positif. C'est difficile, c'est positif. C'est-à-dire que je suis capable de traverser ces moments difficiles en sachant que derrière j'ai un but. Et en fait, quelque part, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, le truc où on a du positif sur du positif sur du positif. Non, il y a des étapes qui sont difficiles. Et là, si on est bien câblé au niveau du mental, on sait que ces étapes-là, c'est des étapes où on fait le dos rond, où on accepte la difficulté, où on est bien centré sur le process, en se disant il y aura des lendemains meilleurs, parce que ce moment-là, c'est ce qui va me permettre d'être meilleur plus tard. Et c'est là où on peut avoir ces petits moments de paresse, où on dit moi dans l'inconfort, j'y vais pas. Je reste dans tout ce qui est confortable. Et si je reste dans tout ce qui est confortable, je vais progresser moins vite, voire je ne vais pas progresser. Et la notion de plaisir, elle est dans ce yo-yo qu'il y a entre les moments d'inconfort et les résultats qui donnent du plaisir, les moments d'inconfort et les résultats qui donnent du plaisir. Il ne faut pas confondre. Le plaisir, il est dans le process. Dans le process, il y a de l'inconfort, mais comme dans la vie quelque part, pas un problème, on deal avec ça. Et par contre, on sait qu'on est en train de gravir la montagne qui nous amène à cette réalisation et à cette émotion qu'on va retrouver. Donc, moi je trouve que ça se fait assez bien. Je donne un autre exemple et je vais sortir du sport. Mon plaisir, mon hobby, c'est d'écrire. Voilà. Et d'écrire des poèmes. Mauvais poèmes. Peu importe, je les écris pas pour qu'on les lise, pour les publier, etc. Je les écris parce que ça m'amuse de les écrire. Et à certains moments, les mots ne viennent pas. Les rimes ne viennent pas, les idées ne viennent pas sur la phrase suivante, etc. etc. Ça, c'est des moments d'inconfort. On pourrait dire que je suis dans le dur. Oui. Mais justement, ce que je recherche dans l'écriture d'un poème, c'est ces moments où ça vient pas si facilement et je suis obligé de chercher et je me fais confiance en me disant c'est pas grave, fais le dos rond, réfléchis à nouveau, revois, écris peut-être la phrase suivante et reviens à celle-là après, peut-être qu'elle te reviendra, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ce moment-là qui était jubilatoire pour moi, le moment où j'y arrive pas et où il faut que je cherche. Donc, la prépa mentale, c'est ça, c'est quand on arrive à avoir une tête qui accepte la difficulté de la tâche et qui le transforme en quelque chose de positif, en se disant c'est mon chemin, et ce chemin-là, je sais qu'il va être fait de haut et de bas, mais il va m'amener où je veux. Voilà. En gros, c'est une définition simple, mais de prépa mentale. Après, il y a des techniques. Et après, c'est ce que tu disais, moi je pense que ça me fait réfléchir quand je rencontre des personnes, des patients et que je suis en séance, et sortir de cette zone de confort, ça leur fait peur en fait. Toi tu disais bien au début, maintenant c'est quelque chose que tu as travaillé, où tu arrives toi à t'autogérer un peu. Moi j'y arrive pas encore, donc c'est pour ça qu'il y a des compétences et des personnes qui m'aident. Et ça c'est important de se dire, je pense, qu'au début c'est pas inné, c'est des choses vers lesquelles on va et qui nous fait des peurs, des craintes et des choses comme ça. Et donc d'être accompagné, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir, ça nous permet d'évoluer et d'avancer pour après devenir autonome dans cette réflexion. Donc bien souvent, je pense que dans la société dans laquelle on pense que de toute façon, si on demande de l'aide, si on tend la main vers quelqu'un, c'est voilà, c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse. Et moi, je pense que non, c'est justement une richesse de vouloir évoluer, de vouloir avancer, parce que tu construis beaucoup plus avec des personnes qui t'entourent. De toute façon,
très clairement, tu as absolument raison d'insister là-dessus. Même si les ressources sont en nous, il y a différents moyens d'extraire ces ressources et de les solliciter. Et effectivement, la première des ressources, c'est d'être accompagné. Il y a des gens dont c'est le métier, hein, de coaching, de prépa mentale, les coachs de sport, un certain nombre de médecins, un certain nombre de kinés, etc. sont des gens qui sont très très bien câblés là-dessus et qui sont capables vraiment de reprendre ce process du rêve, du process et de l'émotion. Il y a des moyens simples aussi dans l'accompagnement, c'est effectivement par les lectures. J'utilise beaucoup ça parce que je trouve qu'il y a il y a des petites choses très simples à lire. Peut-être que la philosophie de l'ensemble du livre n'est pas plus intéressante que ça, mais il y a peut-être à l'intérieur une ou deux phrases, un paragraphe qui va résonner, qui va faire écho à des choses importantes et qui va nous donner la motivation. Je t'ai offert Magic Morning il n'y a pas très longtemps. Tout le bouquin n'est pas dément, mais il y a des passages dans le livre qui sont super, et d'autres personnes à qui je l'ai offert se sont mobilisées sur d'autres passages du bouquin qui pour moi n'étaient pas des passages hyper importants. Donc c'est en ça que le livre peut nous apporter. Donc encouragement, c'est lire des bons bouquins, il y en a plein. Annick en connaît plein, on peut vous en donner, il y a de la biblio là-dessus qui fait du bien. Deuxième chose, c'est partager, donc trouver un partenaire de projet, qui peut-être n'est pas forcément le coach, qui est certainement quelqu'un qui va prendre du temps pour et vous écouter et vous parler, et qui est une sorte de... c'est une espèce d'endroit où on sait que si c'est un peu plus dur, on va recevoir un peu de chaleur intellectuelle sur ce qu'on est en train de faire et qui va remettre les choses un peu dans l'ordre. Et ça, c'est important, ça c'est le rôle des coachs, hein, des préparateurs mentaux, mais c'est super important de trouver une personne comme ça. Et ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un ami qui a réalisé quelque chose, c'est le rôle que tu joues beaucoup auprès des patients. Voilà. Ça c'est fondamental, lire, être entouré. Et ensuite, après, il y a des techniques. Il faut apprendre des choses. C'est vrai que la tête a tendance à se libérer quand on fait du bien au corps. Alors c'est systématiquement des allers-retours. Je sais que vous faites beaucoup de natation. Vous allez beaucoup dans l'eau. L'eau, c'est extraordinaire. Ouais. Parce que l'eau, ça a la capacité à nous... on est tous pareils dans l'eau, quoi. On flotte tous dans l'eau. Et là, pour le coup, la tête... voilà, la tête ne subit rien. Ouais, voilà, c'est ce côté allégé qui est absolument incroyable, c'est fabuleux. Après, il y a bien entendu tout ce qui est yoga, sophro, etc., qui, bien fait, avec des gens bienveillants et qui maîtrisent les techniques, fait énormément de bien. On peut aller aussi vers des techniques de méditation. La méditation, c'est excessivement difficile. Je ne sais pas si tu as essayé déjà un peu. Oui. C'est excessivement difficile, c'est laborieux, il faut s'y mettre, il faut le faire régulièrement. Mais ça fait beaucoup de bien. Et c'est pas grave si au début on est très nul. Moi je suis très nul, je l'avoue. Je pense que mentalement je suis plutôt quelqu'un de fort. En méditation je suis nul, j'y arrive pas. Mais j'y reviens et je progresse. Et quand j'arrive à avoir des petites séquences de 15 secondes de méditation où j'y arrive, je suis content. Alors il y a plein de petites applis sur les téléphones, sur les tablettes, notamment Petit Bambou, là, qui est une appli qui est super. Ça fait du bien, s'isoler, prendre un peu le temps du silence, etc. C'est chouette. Voilà. Ça, c'est un peu les techniques. Mais pour revenir au départ, une feuille, on met le rêve, on écrit le process et on a l'aboutissement de ce qu'on veut. Ça peut être aussi bien d'écrire des poèmes que de courir 10 km, que de ranger sa maison, que de cultiver son potager. Enfin, peu importe le rêve, peu importe l'aboutissement, le process il est clair. Donc d'abord, prendre le temps de définir c'est quoi le rêve. Et si vous avez du mal à trouver votre rêve, je connais des personnes qui ont du mal à trouver leur rêve, eh bien, il faut en parler. Il faut accepter d'en parler. C'est peut-être aussi un moment douloureux. Parce que aller exprimer un rêve, ou en tout cas aller le signifier très clairement, c'est un peu s'ouvrir, c'est montrer ce qu'on a à l'intérieur.
Et c'est pas si simple, j'entends que c'est pas si simple. Donc là, il faut trouver les gens avec qui partager pour aller créer ce petit moment où vous allez dire, moi c'est de ça dont j'ai envie. J'ai vraiment envie de ça. J'en avais jamais parlé, j'ai vraiment envie de ça. Et est-ce que tu crois que toi, on dit qu'il faut, quand on a un rêve, un objectif, il faut le mettre dans la durée, l'inscrire à une date bien précise. Et quand des fois c'est des objectifs qui sont longs, comme en même temps la préparation sur le 5 km, j'ai commencé presque 6 mois avant. Mais je pense que si j'avais gardé cette date des pyramides au mois de mars, et que ça faisait trop loin pour me projeter, donc on a mis des micro-objectifs. Donc ces micro-objectifs permettent aussi la valorisation. Cette valorisation, elle est importante, parce que ça nous permet d'aboutir et de tenir jusqu'au bout. Complètement, complètement. Là, on est complètement dans le process. Il y a deux pôles. Le rêve, c'est 50% du truc. Moi, je fais des Ironman, 50% du truc, c'est envoyer le chèque pour s'être inscrit. Une fois que tu as envoyé le chèque, tu ne peux plus reculer. D'accord. Donc, c'est ton engagement. Voilà, c'est ton engagement. Tu dis, j'y vais, je le fais, tac, là c'est là. Après, il y a le process. Et bien entendu, un process intelligent, c'est un process avec des évaluations. Alors, peut-être pas des évaluations, parce que tu peux à un moment donné te planter, et c'est pas bien grave, tu connais ma phrase, hein. Mauvaise compétition égale bon entraînement. Si tu fais des petites courses un peu plus courtes, au bout d'un tiers de ton entraînement, deux tiers de ton entraînement, que tu n'as pas de bonne sensation, mais c'est pas grave parce que c'est un bon entraînement. Ça, tu te dis que ça, au moins, là ça a été dur, tu as été un peu dans la difficulté, mais c'est ce qui va faire que tu seras meilleur derrière. Et effectivement, pour ne pas avoir un rêve trop grand, pour ne pas avoir un truc où tu te dis, je la franchirai jamais cette montagne, j'y arriverai jamais à ce truc-là, il faut être capable de mettre le curseur pour dire, je vais d'abord passer de 1 à 3, puis de 3 à 5, puis de 5 à 7, etc. Pour tout. Je vais écrire d'abord 4 lignes d'affilée de poèmes qui riment et qui chantent un peu, et c'est grave bien avant d'écrire un poème dans sa globalité. Je vais d'abord planter 4 salades avant d'avoir un grand jardin, etc. Ouais. Et ça, là pour le coup, c'est les coachs qui doivent savoir bien faire ça. Un coach doit te vendre le process dans sa globalité avec les évaluations dans le temps. Les étapes. Ouais, les différentes étapes. Après, tu parles de ça, donc on en revient à ce que je pense que chacun vit. Alors, nous, quand tu as une maladie chronique, quand tu dois être dans une perte de poids pour améliorer ta santé, on est bien souvent en perpétuel échec, parce qu'on se dit j'ai maigri, j'ai repris du poids. Alors moi, je pense que bien souvent, on n'est pas indulgent avec soi. On est trop dans il faut faire de suite, il faut qu'on y arrive, si on n'y arrive pas. Alors peut-être que l'objectif est trop haut, peut-être qu'on est trop dur avec soi-même, et il faut accepter que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est découvrir qui on est, et accepter qu'on a nos faiblesses, nos vulnérabilités, et qu'on n'est pas toujours des killers, et ça fait partie, cet échec, moi je vois dans l'échec la notion de, c'est sûr que tu traverses, moi j'ai traversé des périodes de dur, hein, mais sauf que maintenant je suis capable de me dire, passe ce dur, serre les dents et voilà. Mais après, à la fin, tu prends une leçon de vie et tu grandis. Donc ça veut dire que... T'as compris le truc. Le fait d'accepter d'être soi-même, c'est peut-être l'histoire de la vie. Hein. Et je crois qu'on vit avec ça du début à la fin. Je dirais quasiment que les meilleures années, c'est les 5 premières où tu n'as pas conscience de qui tu es, de ce que tu fais, etc. C'est pour ça que voilà, c'est des années qui sont que des années de jeu, etc. Mais à partir du moment où tu prends conscience de toi-même, puis tu portes le fardeau de toi-même. Hein, et porter le fardeau de soi-même le mieux possible, ça demande effectivement, comme tu le disais, énormément de bienveillance par rapport à soi-même. Il faut véritablement le dissocier du laisser-aller. C'est pas parce que tu es bienveillant avec toi-même que tu dis ouais ça va, j'ai pas envie, etc. Non, il faut se fixer des règles, il faut avoir ses propres règles. Mais ces règles, c'est bien ces règles, S-E-S, elles sont à toi. Oui. Voilà, tu vois, c'est pas des règles pour tous, c'est des règles que tu peux te fixer, qui te fixent à toi, qui correspondent d'abord à tes valeurs, qui correspondent à
éthiques, tu vois, qui correspondent à ton environnement, etc. Je veux dire, si tu as une famille, que tu as des moments sociaux qui sont des moments sociaux importants, de prendre le petit déjeuner en famille, etc., tu ne vas pas aller casser ces moments-là parce que tu as un objectif, parce qu'il faut absolument que... Non, il faut que tu t'organises au milieu de tout ça. Donc, tu as tes règles, tu as ta vie, tu as tes moments sociaux qui sont des moments importants parce que c'est des moments qui sont où tu as de l'amitié, tu as de l'amour, tu as de la compassion, etc., etc. Et tu as aussi ton challenge à mettre au milieu de tout ça. Et il faut que tu l'organises au milieu de tout ça. Les coachs t'aident énormément par rapport à ça. La préparation mentale, c'est aussi beaucoup ça. C'est de trouver le fonctionnement pour que chaque chose puisse vivre l'une avec l'autre. Et quand tu as fait ça, tu y arrives. Si tu es constamment dans mais si je fais ça, j'avance pas dans mon projet, à cause de ça, j'avance pas dans mon projet, lui, elle, etc., il me plombe mon truc, etc. Ben oui, alors là, tu vas faire des allers-retours. Donc, accepter ce que tu es, accepter ta vie telle qu'elle est, les réseaux tels que tu les as créés autour de toi, et faire vivre ton projet au milieu de tout ça. Et chaque chose peut trouver sa place. Chaque chose trouve sa place. On trouve toujours un peu de place pour faire les choses dans... Là où je te rejoins, c'est que tu ne fais pas de table rase de tout. En disant maintenant, je suis un killer, je vais faire que ça, etc. Et puis ça va, avec moi, ça va y aller toutes les semaines, je vais perdre 3 kilos, machin, etc. Non. Dans l'organisation que j'ai, comment je peux gagner? Un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines, un petit peu tous les mois. Et comme ça, je vais gagner à long terme. Comme ça, je vais gagner à long terme. Et c'est à long terme qu'on veut gagner. Les petites victoires rapides, on peut tous les avoir. Les petites victoires rapides, c'est ce que c'est en sport de haut niveau. C'est le dopage. Oui. Voilà. C'est le dopage. Donc, toi, sans dopage, tu peux tout d'un coup te punir tellement que tu peux, par exemple, tu peux perdre 10 kilos. Et si tu t'es tellement puni, c'est que tu t'es dopé. C'est-à-dire que là, pour le coup, la vie que tu as eue pendant un mois, tu ne peux pas l'avoir tout le temps. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que les progrès passent par une vie que tu es capable d'avoir par la suite. Donc là, toi, tu t'entraînes. D'ailleurs, tu fais plus beaucoup de vélo. Hein. Tu mets les choses quand tu as le temps. Tu sais qu'il faut que tu cours 2 fois par semaine, tu cours 2 fois par semaine quand tu as le temps. Et quand tu as du boulot, etc., tu dis non, pas demain, non, pas après-demain, mais c'est pas grave, j'irai samedi, etc., etc. Donc en fait, tu ne te mets pas une pression, tu ne te dévalorises pas, parce qu'à un moment donné, ton process, il n'est pas pile poil écrit. Ton process, il est écrit dans ta vie à toi et dans ton rythme de vie à toi. Et, à mon sens, c'est ça le succès. C'est ça le succès. Des petits progrès et qui nous amènent à une belle réalisation dans le temps. Et la dernière chose, justement, je vois beaucoup de personnes qui sont dans encore la démarche de comprendre ce processus de maladie chronique, de combat, alors c'est en lutte, c'est des choses comme ça, et puis on me dit, mais vous, c'est pas pareil, toi, c'est pas pareil, toi, tu as un tempérament fort, toi, tu es plus que motivé. Et en fin de compte, je leur dis non, je suis pareil que les autres. Alors, si moi ou Mathias, des personnes que tu as accompagnées, toi qui nous connais, tu m'as connu quand même pas forcément comme je suis à l'heure actuelle. Je pense que bien souvent, j'ai tapé à la porte et je suis venue te voir toi, Emmanuel, parce que j'étais au bout du gouffre et j'étais vraiment pas bien. Donc, c'était toi aussi témoigner avec un recul que il y a 3 ans en arrière, ou 4 ans pour ma part, ou Mathias quand tu l'as rencontré, et l'évolution qu'on a pu faire, chacun est possible d'avoir cette évolution. Et qu'il n'y a rien qui est acquis, et ce n'est pas une question d'être plus fort que les autres, ou d'être... Chacun peut avoir cette évolution. Je me souviens très très bien c'est vrai que je n'ai pas parlé de Mathias, mais que Mathias, c'est la même histoire que toi. Avec maintenant une réalisation, un cabinet incroyable sur Nîmes, il gère les projets de tant de gens, etc. Il fait du bien à tellement de personnes. Lui, par rapport à aller courir sur la plage, et toi, par rapport à taper tes premières balles de golf, je me souviens très bien, vous faisiez la même tête. C'est-à-dire que vous pensiez que vous n'alliez pas y arriver,
Et vous êtes venu en reculant, en disant ouais, mais moi, toi, tu me disais, moi, je sais pas si avec ce que j'ai là, voilà. Et lui, il a fallu que je mette toutes les formes pour qu'on aille sur cette plage courir un peu, parce que c'était pas intégré dans ses schémas et qu'il avait honte, hein, et qu'il avait, je sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, il n'était pas prêt à le faire. Par contre, derrière le non, il y a plein de oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on tombe, et toi tu as eu la chance de tomber après cette initiation de vol sur Emmanuel qui t'a répété que tu étais doué, que tu pouvais le faire, etc. Comme j'ai répété à Mathias qu'il pouvait courir, il pouvait faire du vélo et qu'on allait aller faire du vélo dans les Alpes et qu'on allait monter des cols hors catégorie, etc. Ce qu'on a fait pendant des années. On s'est même inscrit à des courses de vélo, c'est un truc incroyable. Et finalement, il y a vos oui qui sont ressortis. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas Annick et Mathias qui ont de la motivation et d'autres qui n'en ont pas. Il y a juste que vous avez croisé des personnes qui sont allées chercher les oui derrière vos non. Voilà. Donc, effectivement, on ne s'en sort pas tout seul. Dans son canapé devant sa télé, il ne nous arrivera rien. On peut trouver des sources de motivation dans des bouquins. Ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent des fois. On peut trouver des sources de motivation dans des discussions, et c'est pour ça que tes tables rondes elles sont super, parce que la motivation des uns peut être la motivation des autres, mais on trouve aussi beaucoup de motivation dans les autres. Et il y a des gens comme ça, dont c'est le métier, mais certains dont c'est pas le métier, mais qui sont simplement bienveillants ou simplement inspirants, et qui vont faire que ils vont aller gratter derrière vos noms tous les oui qu'il y a. Et je pense que on est tous égaux par rapport à ça. Il n'y a pas Mathias et Annick qui sont des gens très motivés et d'autres qui ne le sont pas. On est tous égaux. Il faut juste que vous trouviez, que vous fassiez l'effort de vous ouvrir, de parler avec les gens, de parler de votre rêve, et vous trouverez toujours quelqu'un qui sera votre partenaire de rêve. Il faut trouver son partenaire de rêve si vous voulez y arriver. Donc je te remercie. Donc c'était une première expérience, une bonne expérience. Merci pour ce petit temps passé avec toi. C'était un plaisir. Et à bientôt. À bientôt à tous. Salut. Au revoir.